Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la deuxième partie des conférences d'épée et de dermatologie. Donc on va faire pareil 9 d'épée ensemble sur plusieurs sujets avec des petits rappels de cours. Et je vous laisserai mon adresse mail à la fin si vous voulez m'envoyer un mail avec n'importe quelle question. Vraiment, n'hésitez pas. Donc je me suis pas présentée, pardon, je suis Héloïse Vauquier, interne de dermatologie à Paris. On commence avec le premier DP. Donc, vous êtes de garde aux urgences générales. Vous recevez Madame P, 58 ans, sans antécédents connus. Elle consulte puisque depuis 24 heures, sa jambe gauche est brutalement devenue rouge et très douloureuse. Ses constantes sont les suivantes. Elle est fébrile à 39, normotendue à 120-90 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 90 et une SAT à 98% en air ambiant. Excusez-moi, je vous laisse regarder l'énoncé. Donc, quel est le diagnostic le plus probable devant cette jambe rouge, douloureuse, fébrile? Donc là, on suspecte bien évidemment une dermohypodermite bactérienne. Pour la thrombose veineuse profonde, elle est fébrile, on a l'impression qu'il y a quand même des flictènes. Et puis, en général, une thrombose veineuse profonde, c'est douloureux, mais pas forcément très rouge. Pour une dermohypodermite inflammatoire sur un terrain d'insuffisance veineuse, ça aurait pu, mais en général, c'est plutôt bilatéral. Et la fièvre est quand même très élevée pour une dermohypodermite inflammatoire. Pour un eczéma de contact, ça aurait pu aussi, mais c'est peu fébrile c'est pas fébrile en général même. Et l'érythème chronique migrant, c'est la maladie de Lyme, ça ressemble pas du tout à ça. Quel germe est le plus souvent mis en cause dans la dermohypodermite bactérienne? Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Donc, le plus souvent, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A dans plus de 80% des cas. Après, plus rarement, notamment chez les enfants, on peut avoir du staphylocoque. Et puis après, ça dépend, voilà, s'il y a des morsures, ça peut être du staphylocoque. Mais dans la majorité, pour vous, c'est strepto A. Quel signe de gravité recherchez-vous à l'examen clinique? Je vous laisse lire. Donc, les signes de gravité qu'on va rechercher, on va avoir la douleur disproportionnée par rapport à l'atteinte cutanée. Donc, oui, ça, c'est un signe de gravité. Une jambe qui fait très, 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 très mal, alors que cliniquement, ça fait mal, mais ça n'a pas l'air aussi étendu. La présence de bulles, c'est pas un signe de gravité. Ça peut être des flictènes liés à l'œdème. L'hypoesthésie cutanée, ça, c'est un signe de gravité. Ça veut dire qu'on a un début de nécrose. La fièvre élevée n'est pas un signe de gravité. Et le livédo, pareil, ça veut dire qu'il y a un trouble de la circulation locale avec une évolution vers la nécrose. Donc, c'est un signe de gravité. Vous ne trouvez pas de signes de gravité locaux ni généraux. Vous vous orientez vers un érysipèle. Quel facteur de risque d'érysipèle recherchez-vous? Je vous laisse réfléchir. Donc ici, toutes les réponses étaient justes. On recherche un antécédent d'érysipèle, puisqu'ensuite on va avoir un lymphœdème séquelaire qui est un facteur de risque de refaire à nouveau des érysipèles. Et puis ça veut dire qu'on a possiblement des facteurs favorisants intertrigaux, etc. au niveau des orteils. L'obésité avec un IMC supérieur à 30, c'est un facteur de risque. L'ulcère de jambe comme l'intertrigo interorteil sont des portes d'entrée pour l'érysipèle, donc des facteurs de risque. Et puis le lymphœdème de jambe par mauvais drainage véno-lymphatique est un facteur de risque d'infection locale. Donc Madame P, en effet, donc elle présente un intertrigo interorteil, donc qui est possiblement la porte d'entrée de son érysipèle. Quels examens complémentaires réalisez-vous face à cet érysipèle? Donc là, on est face à un érysipèle simple, sans signe de gravité. On ne fait aucun examen complémentaire. NIM, CRP, CPK, prélèvement bactériologique de la porte d'entrée, hémoculture, tout ça, c'est des examens qu'on va faire devant une facette nécrosante ou une dermohypodermie nécrosante, mais pas face à un érysipèle. Quel traitement antibiotique et quelle prise en et quelle dose, pardon, quel traitement antibiotique et quelle durée proposez-vous?
Le traitement à bien connaître de l'érysipèle, c'est l'amoxicilline. Je suis désolée, il y a des petites erreurs, faute d'orthographe, mais je corrigerai. L'amoxicilline, 7 jours, 1 à 1,5 g 3 fois par jour. Donc, il faut qu'il y ait en gros 50 mg kg jour. Mais l'amoxicilline 7 jours, c'est le traitement de l'érysipèle, d'accord? Puisque c'est du streptoa qui est sensible à l'amoxicilline. Quelles mesures associées mettez-vous en place? Je vous laisse lire. Un repos au lit avec une surélévation du membre, oui, pour favoriser le drainage véno-lymphatique. Le traitement de la porte d'entrée systématique. Vérification de la vaccination antitétanique, oui. Pourquoi? Parce que là, on a une plaie au niveau de l'orteil et donc il faut être sûr que le patient est bien vacciné. D'ailleurs, la majorité des patients ne se mettent pas à jour. Je vous rappelle, DT polio, c'est 2, 4, 11 mois, 6 ans, 11 ans, 25 ans et ensuite, c'est tous les 20 ans jusqu'à 65 ans. Donc 45 ans, 65 ans. Un traitement antalgique et antipyrétique, oui, mais surtout pas par ibuprofène, par doliprane, parce que l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien avec un risque d'aggravation locale. Et une contention veineuse, des diminutions de la douleur pendant plusieurs semaines. Pourquoi? Pour prévenir le risque de lymphœdème résiduel, qui serait à nouveau un facteur de risque de refaire des érysipèles. Donc, on est à 48 heures du début de l'antibiothérapie par amoxicilline. Et puis, Madame P, elle présente une éruption cutanée diffuse, fébrile, associée à une altération de l'état général. Qu'est-ce que vous suspectez en premier lieu? Donc là, il y a une patiente qui avait une infection à strepto A, qui à 48 heures d'antibiothérapie fait une éruption cutanée. Donc là, vous voyez qu'il y a une éruption cutanée diffuse avec des donc prédominance au niveau des plis. Vous voyez bien, des micropustules quand on regarde en zoomant. Donc là, ce qu'il faut suspecter, c'est la PEAG. La PEAG, pustulose exanthématique aiguë généralisée. Pourquoi? Donc déjà, on a le sepsis, pourquoi pas, mais c'est rare que ça se manifeste avec une éruption cutanée pustuleuse. Le psoriasis pustuleux généralisé, ça donne exactement la même clinique, mais en général, on a des antécédents de psoriasis et là, on a un contexte médicamenteux évocateur, donc on s'orienterait plutôt vers une PEAG. Le DRES, ça donne pas de pustules. Et l'exanthème maculopapuleux, c'est une toxidermie bénigne sans signe de gravité, notamment pas d'altération de l'état général, pas de pustules. Donc, devant cette suspicion de PEAG, que faites-vous? Très important. Je vous laisse réfléchir. Donc là, on arrête l'amoxicilline, d'accord? La PEAG, c'est une toxidermie grave. On arrête le médicament puisqu'il y a un risque important de pronostic vital engagé. Et on va switcher pour un autre antibiothérapie. Pas de corticothérapie, c'est pas recommandé. On hospitalise la patiente puisque altération de l'état général, PEAG, et puis une contre-indication définitive de l'amoxicilline. Donc, face à une grosse jambe rouge aiguë, plusieurs cas de figure possibles, mais le plus fréquent, c'est la dermohypodermie bactérienne non nécrosante, à très bien connaître. C'est quoi? C'est une infection dermohypodermique à un strepto A et qui touche la jambe dans 80% des cas, et c'est possible aussi d'avoir une atteinte du visage. Les facteurs de risque d'avoir un érysipèle, donc un dermohypodermie bactérienne non nécrosante de la jambe, c'est une insuffisance veineuse ou un lymphœdème avec mauvais drainage, une obésité avec un IMC supérieur à 30, une porte d'entrée. Donc les portes d'entrée classiques, c'est l'intertrigo. Faut aussi penser à rechercher ce qu'il y a une piqûre, une érosion, un ulcère. Et pensez toujours à la varicelle chez l'enfant qui peut être une porte d'entrée de dermohypodermite. C'est pour ça que les AINS sont strictement contre-indiqués dans la varicelle. Et un antécédent de dermohypodermite non nécrosante. Facteurs de risque à bien connaître, parce que ce pas les mêmes que les facteurs de risque de fascite. Ça touche plutôt le sujet de plus de 40 ans et ça se manifeste par un début brutal avec une fièvre élevée, un placard érythémateux, œdémateux douloureux, avec parfois des petites bulles qui sont liées à l'œdème et du coup des flictènes qui vont se former en regard. Et parfois, on peut avoir un petit purpura. Pareil, à cause de l'œdème, on peut avoir une capillarite avec une extravasation de sang dans le derme, un petit purpura, mais qui, s'il est limité exclusivement à la zone œdémateuse, n'est pas grave. Des adénopathies satellites et une lymphangite sont possibles. Il faut rechercher la porte d'entrée, mais on la retrouve que dans un tiers des cas.
Attention, si la patiente ou le patient est diabétique, ça peut se manifester par une infection subaiguë, parfois peu fébrile. Et c'est un diagnostic clinique, il n'y a aucun examen complémentaire à faire. L'évolution, ça guérit en 8 à 10 jours sous traitement antibiotique, avec une apyrexie en 48-72 heures, puis une disparition des signes locaux au bout de plusieurs semaines. Et souvent, pendant les 24 premières heures de traitement, le temps que l'antibiotique fasse effet, on peut avoir une extension. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours évaluer à 48 heures. Les complications possibles, on a un risque de récidive sur un lymphodème résiduel. Les complications locales, on peut avoir des dermohypodermites abcédés. Dans ces cas-là, il faut faire une incision de l'abcès, sinon ça ne cicatrise pas. Et puis, des complications systémiques qui sont rarissimes, de sepsis, de glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique, mais aujourd'hui, on en voit quasiment plus. Les critères d'hospitalisation, quand est-ce qu'on hospitalise un érysipèle? Si le patient est âgé, plus de 75 ans ou qu'il a moins d'un an, s'il a une obésité morbide, parce que la guérison va être plus difficile, s'il y a des comorbidités, immunodépression, c'est des choses qui tombent sous le sens, hein, un isolement social, une précarité, évidemment s'il y a des signes de gravité, et puis si on a un doute diagnostique, et enfin s'il y a un échec du traitement à 48-72 heures, on hospitalise le patient. Le traitement, on en a parlé, c'est l'amoxicilline 50 mg kg par jour per os pendant 7 jours. Et si on a une allergie à l'amoxicilline, toujours checker dans les énoncés, le traitement, ça sera pristinamycine ou clindamycine. Chez l'enfant, c'est un peu différent, mais plutôt de l'augmentin. Pourquoi? Parce qu'il y a plus fréquemment du staphylocoque et donc beaucoup de staphylocoques sont résistants à l'amoxicilline. En cas de morsure aussi de l'augmentin, parce que dans la bouche, notamment dans les cas de pasteurellose, à Pasteurella multilocida, on a des germes qui sont sensibles à l'augmentin résistant à l'amoxicilline. Et puis le rouget du porc, c'est quand on se pique avec un os de porc. Souvent, je l'ai bouché au niveau des mains. Et dans ce cas-là, on a une infection à Erysipelotrix rhizopathiae. On en parle juste après. C'est amoxicilline. C'est les 3 cas à connaître. Les mesures associées, on entoure toujours l'érysipèle au feutre pour pouvoir évaluer son extension au fur et à mesure des jours. On donne des antitalgiques, mais pas n'importe lesquels, pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, jamais, jamais, jamais. Traitement de la porte d'entrée, donc par exemple quand on a un intertrigo, on donne de l'éconazole, une mise à jour de la vaccination antitétanique pour les raisons que je vous expliquais avant, et puis une surélévation du membre et contention. On réévalue à 48-72 heures et si jamais on a des récidives fréquentes, c'est-à-dire au moins 2 érysipèles par an, on peut discuter de mettre une antibioprophylaxie par traitement IM tous les mois ou par traitement oral tous les jours. Donc après, l'autre volet de la dermohypodermine, c'est les dermohypodermines et fascites nécrosantes cette fois-ci. Donc les terrains risques, c'est les sujets âgés, immunodéprimés, diabétiques, obésité, avec une AOMI.